Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Nous allons parler République, hommes et citoyens. Salutations à vous tous. Parlons de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et de ce qu'elle révèle lorsque l'on se penche sur la réalité du texte et certains articles. Voyons cela d'un petit peu plus près. Pour commencer, penchons-nous sur les origines intellectuelles de la terreur et de la révolution. Du moins dans les grandes lignes. Nous savons maintenant de sources sûres qu'historiquement, la République partage le même ADN que la franc-maçonnerie, notamment celle du Grand Orient de France, qui a frayé avec l'illuminisme. Cela demanderait qu'on y consacre une certaine vidéo quand même. Nombreuses sont les références sur le sujet, bien sûr. Je vous renvoie évidemment à Nesta Webster, La Révolution mondiale. C'est un de mes livres fétiches, donc je vous en recommande chaudement la lecture. Et nombreuses aussi sont les références par les personnages historiques, comme Voltaire par exemple, qui était initié à la loge des 9 sœurs. L'architecture aussi nous prouve, notamment en particulier, et principalement la ville de Paris, que la plupart des monuments sont maçonniques. On peut citer la Tour Eiffel, Gustave Eiffel était un franc-maçon du 33e degré, le Louvre, le Champ de Mars, le Panthéon ou la Grande Arche de la Défense. N'oublions pas que Paris a pour nom la ville lumière. C'est là tout un symbole, bien sûr, si on se réfère au fameux siècle des Lumières qui prétend nous avoir apporté la modernité et le progrès. Nous allons voir que tout ça, en fait, ne sont que des mots de la sémantique et le vocabulaire est un petit peu piégé. Regardons d'un petit peu plus près ce fameux texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Les représentants du peuple français. S'agit-il du citoyen ou il s'agit de l'homme? Parce qu'il faut bien dissocier les deux entités. Moi, je les dissocie parce qu'il me semble bien que le texte n'amalgame pas justement l'homme et le citoyen. Donc il est néanmoins important de souligner ce fait, car, comme je viens de vous le dire, j'insiste, il y a bien une différence entre les deux. Pour commencer, on peut constater que cette déclaration stipule que l'Assemblée nationale est sous les auspices de l'être suprême. Alors l'être suprême, qui est-ce? Qui est cette présence omnipotente qui est reconnue par la République? Ça, c'est une question que, justement, pendant cette période municipale, vous qui allez croiser des militants, qui allez croiser des élus, posez-leur la question, qui est l'être suprême? Parce qu'il semblerait que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Créateur. Il faudrait demander justement aux candidats et leurs militants s'il s'agit bien d'autre chose que de Dieu. Parce que, auquel cas, quel était l'intérêt de combattre l'Église si finalement la République reconnaissait dans l'ensemble la divinité et l'omnipotence de Dieu. Donc on pouvait laisser les choses en l'état. Or ce n'est pas ce qu'ont fait les révolutionnaires qui ont insisté pour que l'on passât de l'ombre à la lumière, dixit les paroles de certains francs-maçons et dont Jacques Lang qui s'est permis d'utiliser cette formulation. Nous allons citer l'article 1er car l'article 1er est intéressant et je vais vous le lire. Cet article 1er, il dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Très intéressant cette notion d'utilité commune. Et de qui parle-t-on et de quoi parle-t-on? Parce que là je vois qu'on parle de l'homme, mais on n'y associe pas le citoyen. Vous trouvez pas ça curieux? Moi je trouve que c'est assez révélateur. Le deuxième article nous dit « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, mais pas de l'homme et du citoyen. C'est toujours l'homme tout seul. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Et moi, je trouve que c'est intéressant, justement, au regard de ce qui se passe, parce que il s'agit bien de l'homme et il ne s'agit donc pas du citoyen, parce que la question que je me suis posée personnellement est, n'est-ce pas ce citoyen qui incarnerait une certaine forme d'oppression? Au regard des événements d'actualité, et notamment avec le mouvement Gilets jaunes et la manière dont il a été contenu et géré par les autorités publiques, justement, on peut se poser la question de savoir si le citoyen n'exerce pas une forme d'oppression sur l'homme. Reste à savoir si le citoyen est un gueux et si l'homme est son seigneur. Si quelque part on n'a pas recréé une forme de féodalité qui ne dit pas son nom. Parce que cette chose me semble intéressante à noter. Dans l'article 3, la même Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dit que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Donc autrement dit, pas de mandat, pas de légitimité. Vous voyez où je veux en venir? Réfléchissez bien à ça. L'article 4 et 5, je vais m'arrêter sur l'article 6. Pourquoi? Parce que cet article 6, justement, cite le citoyen et je vais vous expliquer, du moins je vais vous lire l'article qui dit « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Donc, c'est un révélateur assez intéressant, puisque, au regard de certaines affaires que l'on a pu suivre à travers les médias mainstream, l'affaire Balkany, Delevoye, l'affaire Benalla, l'affaire de Rugy, l'affaire Griveaux et l'affaire Ferrand, qui nous fait bien comprendre que la loi, dans un certain cas, protège, dans l'autre cas, elle punit. Donc, certains, visiblement, ont bénéficié de protection de la loi. Ce sont des hommes. Par contre, si je prends le cas des gilets jaunes éborgnés ou qui ont été matraqués, embarqués et mis en garde à vue, il semblerait que les rigueurs de la loi se soient abattues plus durement et plus sévèrement sur les uns que sur les autres. Ça me semble être un fait et une réalité qui est tout à fait indissociable. C'est pour ça que j'insiste bien sur la notion d'homme et de citoyen. Vous voyez bien que quand un article parle de l'homme, il n'y associe pas le citoyen, et quand il parle du citoyen, il n'y associe pas l'homme. J'attire votre attention sur ce fait qui est quand même observable. Nous allons passer à l'article 7, qui nous dit, l'article 7, nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, etc., doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Donc vous avez bien compris que cet article vous explique que nul homme ne peut être accusé. On parle bien de l'homme, on ne parle pas du citoyen, mais par contre, qu'en l'occurrence, si le citoyen ne se soumet pas à la loi et qu'il lui résiste, il se rend coupable. Il me semble que là, tout est dit. Passons à l'article 9, il nous parle de l'homme. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Il me semble que là, en l'occurrence, il s'agit bien de l'homme et on n'y associe pas le citoyen. C'est pas du tout pareil, attention. J'insiste bien sur la différence qu'il y a entre les deux. L'article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Sachant que la loi est faite par les hommes pour les citoyens, vous avez compris de quoi il s'agit. Et là, si je me réfère à l'introduction qui stipule que l'Assemblée nationale reconnaît et déclare et être sous les auspices de l'être suprême, je pense que les choses commencent à être assez éclairantes pour vous dès lors que, en préambule de cette déclaration des droits de l'homme, nous avons ce libellé. Passons à l'article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc là, encore une fois, la libre communication pour l'homme, elle est parfaitement possible. Par contre, tout citoyen peut s'exprimer à partir du moment où lui n'en abuse pas. Vous voyez, il y a une restriction sur le citoyen qu'on ne retrouve pas sur l'homme. C'est l'article 11 qui le dit. Alors, l'article 12, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Alors, là, beaucoup de choses à dire en fait sur cet article. Nous parle de la force publique, mais jusqu'à preuve du contraire, il me semble que c'est l'autorité qui est détentrice des pouvoirs régaliens qui justement peut faire usage de cette force publique, donc il s'agit bien de l'homme, qu'il peut utiliser sur le citoyen. Si on se réfère aux dernières violences policières exercées par le ministre Castaner par l'intermédiaire de ses préfets, dont celui de Paris, à savoir Philippe Lallemand, qui lui-même a déclaré « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame », je pense que là aussi, on fait référence d'un côté à toi qui es une citoyenne et moi qui suis un homme. Moi, je le prends comme ça, en tout cas. C'est comme ça que je l'interprète. On n'est pas dans le même camp, madame. C'est-à-dire, vous êtes une citoyenne et moi, je suis un homme. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'il faut... Enfin, moi, je l'interprète comme ça, en tout cas. Donc, l'article 13, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Donc, l'entretien de la force publique est une charge qui incombe aux citoyens, mais pas à l'homme. Vous avez vu, c'est pas l'homme et le citoyen, cette fois-ci, c'est le citoyen. Donc, c'est le citoyen qui paye, mais c'est l'homme qui en fait la gestion. L'article 14. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la dureté. Donc là, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. L'article 15. La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Je rappelle que cet article 15 nous indique que le fonctionnaire est aussi un citoyen, parce que lui, il doit rendre des comptes. Passons à l'article 16, dans lequel, d'abord, il n'y a pas grand-chose de particulier à dire. Par contre, il n'y a rien de... c'est beaucoup du
blabla. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Donc la séparation des pouvoirs, elle n'est pas franchement déterminée, ça c'est pas acquis. Par contre, concernant la constitution, elle a été réécrite maintes et maintes fois, elle a été changée plusieurs fois, donc encore une fois, on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que la réalité des faits n'est pas telle qu'indiquée dans le texte. L'article 17 nous dit « La propriété étant un droit individuel et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité, ce qui peut expliquer en fait que la propriété privée reste un bien conservable tant que la nécessité publique l'exige, mais dès lors que vous possédez une maison qui est par exemple sur un chemin de terre et que l'État aurait besoin de faire des travaux ou d'élargir une route par exemple, vous pourriez être exproprié de votre propriété moyennant une indemnité qui parfois n'est pas toujours à la hauteur de la valeur du bien, faut-il le dire. Je connais des cas de personnes qui ont été indemnisées en dessous de la valeur de leur bien, ce sont des choses qui existent. Donc je voulais faire cette vidéo là-dessus. Si maintenant on se réfère à la BCIS, on peut donc noter qu'il y a un double langage dans cette déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1989. Moi je dis que si l'on s'appuie sur la déclaration de la BCIS du 7 septembre 1789, rappelons que la BCIS était un initié de la loge des 9 sœurs, comme Voltaire d'ailleurs, qu'il est un grand acteur de la Révolution française, par ses écrits notamment. La BCIS est considérée par la Doxa comme un inspirateur de la Révolution française. Il a dit ceci, c'est très très important. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. Ce qui veut dire que les citoyens délèguent et renoncent à s'exprimer par eux-mêmes et perdent leur caractère souverain. C'est ce que moi je traduis. La BCIS nous dit, s'il dictait des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Cette phrase, elle a beaucoup de sens. C'est là où on comprend l'arnaque, parce que le peuple n'a pas le droit de parler et il ne peut agir que par ses représentants, c'est-à-dire par les hommes. Parce que le peuple étant constituant une masse de citoyens et qu'ils sont bien entendus sous l'autorité de par la loi, encadrée par l'homme ou les hommes. La BCIS nous dit, le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être. Je crois que les choses sont claires. Si avec ça on ne comprend pas l'arnaque, dans toute sa splendeur, c'est qu'on n'a rien compris. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. En fait, le peuple n'a pas le droit d'expression dès lors qu'il possède des élus. C'est-à-dire que quand vous votez, en fait, vous consentez à abandonner votre souveraineté personnelle. C'est-à-dire votre souveraineté d'être divin, en fait. Faut-il leur rappeler que pour couronner le tout, l'œil et la pyramide sont sur la dite déclaration officielle des droits de l'homme et du citoyen qui indique que celle-ci d'ailleurs s'adresse aux représentants du peuple, comme c'est indiqué en bas du texte. Les amis, je pense qu'il est temps d'arrêter d'être des citoyens et de redevenir des hommes. J'inclus les hommes, le genre masculin et féminin, je le dis. Et je dirais à mon camarade Mishka, la prochaine fois qu'on se verra, mon ami, souviens-toi que je ne suis pas un citoyen, mais un homme devant Dieu. Et il ne doit pas prendre la place de Dieu et de la création. Or, la Révolution française avait pour objectif de mettre l'homme à la place de Dieu. Voilà. Et si nous sommes aujourd'hui dans la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons, c'est en partie parce que le phénomène révolutionnaire, depuis 1789, n'a jamais cessé et que la Révolution française n'était qu'un embryon dont l'objectif était d'arriver à la gouvernance mondiale, chose qui commence à prendre une tournure de plus en plus évidente aujourd'hui. Sur ce, les amis, je vous laisse. Portez-vous bien et surtout, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et que Dieu vous garde. Ciao, à la prochaine.